Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des réseaux de neurones convolutifs pour le classement d'images. Et pour cela, nous allons utiliser la librairie PyTorch, pour Python donc, avec son extension TorchVision. Hein. Alors, j'ai mis le schéma global là pour qu'on ait une idée d'ensemble tout de suite. Ensuite, et par la suite, on rentrera dans les détails des traitements. Qu'est-ce qui se passe? On a une base étiquetée d'images. Là, pour le coup, j'ai pris des Pokémon, je vais revenir dessus. J'y connais pas grand-chose en Pokémon, j'avoue, mes enfants s'y connaissent mieux que moi, mais j'ai trouvé ça amusant. Surtout qu'à un moment donné, mes étudiants, et là, pour le coup, avaient fait un atelier où on faisait du classement d'images, du Pokémon, voilà, mais en utilisant cette fois-ci, Keras TensorFlow. J'y reviendrai également par la suite. Voilà. Donc, on a une base d'images étiquetées. D'ici, on a les bidrilles. Apparemment, c'est la guêpe empoisonnée. Enfin, j'y connais pas grand-chose, hein, mais elle a l'air bien méchante en tout cas. Voilà. Et on a notre ensemble d'images, c'est les cubones, qui a l'air un peu plus moins méchant. Voilà. Donc ces bases étiquetées-là sont présentées à un réseau de neurones convolutifs. Voilà. Donc j'en parlerai un peu rapidement par la suite des réseaux de neurones convolutifs. Ça fait partie des cours de deep learning, ça. Et une fois qu'on a un modèle prédictif, hein, donc il y a deux parties, hein, il y a la couche de convolution qui est par là, une sorte de pré-traitement où on met en évidence les informations pertinentes des images, et il y a aussi une forme de réduction de dimension là-dedans. Hein, voilà. Voilà. Très bien. Je suis pas spécialiste, hein, mais c'est à peu près l'idée globale. Une fois qu'on a ça, on linéarise, on vectorise les informations à la sortie, qui est présenté ensuite un perceptron multicouche classique, hein, complètement connecté. Bien. Une fois qu'on a notre modèle, qui inclut ces deux parties-là, une fois qu'on a notre modèle, on peut prendre un individu supplémentaire et essayer de deviner sa classe d'appartenance. Exactement, schéma classique de l'IA en machine learning, si vous voulez. Hein. Alors, la particularité ici, c'est qu'on fait du traitement d'image. Voilà, c'est pas mon cours, c'est un collègue qui fait le cours en Master 6 pour le coup. Mais bon, j'ai suffisamment de background pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir les différentes étapes et mettre en œuvre les choses. Voilà. Et l'autre aspect important, c'est qu'on va utiliser PyTorch. Alors, revenons 2 secondes sur PyTorch. J'ai préparé différents éléments ici. Alors, dernièrement, j'ai fait des séries de vidéos sur PyTorch. Alors pourquoi? Parce qu'à l'université, on fait des cours de deep learning, excellent, très bien. Moi également, d'ailleurs, hein, mais moi, j'ai plus d'appétence, voilà, pour Keras TensorFlow. Je trouve l'outil plus schématique, plus facile à expliquer aussi, parce que c'est ça, hein, c'est une chose de savoir le faire soi-même, mais moi, mon boulot, en plus, c'est d'expliquer aux autres de manière à ce qu'ils comprennent. C'est un enjeu supplémentaire, ça. Et je trouve que TensorFlow Keras, surtout, voilà, permet de schématiser, hein, les différentes étapes pour que les étudiants comprennent bien ce qui se passe. Voilà. Mais je suis pas le seul à faire des cours de deep learning à l'université, bien sûr. Et il y a de mes collègues qui demandent aux étudiants d'utiliser PyTorch. Et là, les étudiants se perdent un peu. Alors, ces 2 dernières années, justement, j'en avais discuté avec les étudiants et ils m'ont dit, mais on a des problèmes avec PyTorch. Bon, la première année, j'ai dit, attends, c'est qu'une librairie comme une autre, hein. Il suffit de regarder des tutoriels sur Internet et on sait le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, il faut tout simplement s'adapter au mode, en fait, au mode opératoire de la librairie. Donc, j'avais dit oui, oui, très bien. Et cette année, les étudiants m'ont fait les mêmes commentaires. Quand les étudiants font deux fois les mêmes, deux promotions différentes font les mêmes commentaires, c'est il y a un souci, voilà. Et le souci, c'est à moi de le résoudre, hein. C'est moi le responsable. Donc, c'est à moi de trouver comment faire pour que les étudiants puissent avancer. Alors, du coup, j'avais commencé à faire des tutos, là, dernièrement, et il y a un dernier tuto, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, mais en tout cas, un dernier tuto, justement, c'est l'utilisation de PyTorch avec les réseaux de neurones convolutifs. Alors, très rapidement, la librairie PyTorch est là, hein, c'est une librairie phare de deep learning, hein, il y en a plusieurs, hein, notamment Keras TensorFlow, mais PyTorch aussi, PyTorch également, est extrêmement mis en avant quand on parle de deep learning, et dans PyTorch, il y a l'extension TorchVision, qui est spécialisée pour le traitement des images, justement. Hein, voilà, très bien. Alors, la page est là, hein, vous regardez tout simplement, mais il explique bien ça ici. Hein, voilà, for Computer Vision. Bien. Donc jusque-là, ça va. Alors moi, je me suis dit, OK, je vais essayer de mettre en place un réseau de neurones convolutif. Réseau de neurones convolutif, et là, c'est la, c'est un des outils les plus emblématiques du deep learning, mais c'est pas le seul, on est bien d'accord là-dessus, hein. En NLP également, Natural Language Processing, on utilise les modèles de deep learning. Mais bon,
Notamment, une des applications phares qu'on met souvent en avant quand on parle de deep learning, c'est le classement, le traitement d'images. Voilà, classement d'images notamment. Et pour le classement d'images, on a le réseau neuronal convolutif. Donc j'ai récupéré d'ailleurs l'image, hein, elle est où la copie d'écran là? Voilà, voilà, elle est par là. Voilà. Et on nous dit que effectivement, il y a deux parties, les opérateurs de convolution et ensuite ici un perceptron multicouche classique. Voilà. Donc les opérateurs de convolution sont présentés là, traitement convolutif. Et ce qu'il faut retenir, moi, ce que j'ai retenu en tous les cas, c'est que, un, ils permettent de mettre en évidence les informations pertinentes dans l'image, en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence. C'est là qu'il faut avoir des spécialisations en image, hein. Moi, je comprends à peu près, mais bon, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais à peu près ce que je fais. Sinon, ça sert à rien de le faire. Et ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'il permet de réduire la dimensionnalité. Ah oui, parce que l'image, elle est de taille, admettons que j'en ai une image en trois couleurs, avec les trois couleurs primaires de 128, bah, le nombre de pixels, c'est 128 fois 128 fois 3. Bah, ça fait beaucoup, ça. Voilà. Du coup, mettre ça en entrée d'un réseau de neurones directement, d'un perceptron, bah, on a des problèmes de surdimensionnalité, justement. Donc là, c'est très important d'avoir ces opérateurs de convolution qui permettent d'améliorer les traitements par la suite. Et l'enjeu, il est souvent là. En fait, l'enjeu souvent, mais ça, j'en parler un peu plus tard, c'est comment on augmente donc les informations portées par les images, donc c'est l'augmentation de l'information. Et l'autre aspect important également, c'est la réduction de dimensionnalité, hein, pour que on ait un apprentissage plus solide, hein, plus consistant. Voilà, je vais chercher le terme. Bien. Alors, une fois que c'est bon, ça, du coup, on va pouvoir y aller. Et je répète un peu mon traitement là, hein. On va utiliser la base Pokémon. Alors la base Pokémon, en fait, je l'ai trouvée sur Internet. Elle est là. Voilà, la base Pokémon, elle est là. Pokémon Data, Read Image et tout ça. Voilà, il est là. Très bien. Alors, il n'y a pas deux classes. Il y a plus de deux classes. Énormément de classes en réalité. Mais bon, moi, je suis sur un tutoriel. Donc, je voulais absolument utiliser une base où on a des vraies images. Parce que c'est un vrai souci qu'on a souvent avec les tutoriels sur Internet. Quand j'ai cherché, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai cherché un tutoriel sur PyTorch pour le classement d'images. Donc, je suis tombé sur la site de PyTorch ou un tutoriel où on travaille sur la base CIFAR 10. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? La base CIFAR 10, c'est des données qui sont encapsulées dans un package. Ok, pourquoi pas? Mais déjà, nous, c'est pas ça le cas. Les étudiants, quand ils vont faire leur projet, ils vont travailler sur leur propre image. Ils vont pas travailler sur des images qui sont encapsulées dans des packages. Non. Voilà. Surtout que, quand les données sont encapsulées dans des packages, voilà, ils sont déjà pré-préparés. Voilà. Et, en fait, les données sont déjà préparées. Là, typiquement, dans CIFAR 10, si vous regardez en détail, hein, ils sont déjà mis sous forme de tenseurs. Mais dans la vie réelle, les images sont des JPEG, sont des PNG, c'est pas des tenseurs. Donc, toute la partie, je récupère les images, j'ai des pré-traitements à faire en termes d'harmonisation, en termes de nettoyage, je sais pas comment ça se passe. Ensuite, je le mets sous forme de tenseur, je sais pas également comment ça se passe. Voilà. Et c'est un drame parce que j'ai vu ça, donc déjà ça j'ai commencé à cliquer, à tiquer là-dessus, parce que les données qui sont encapsulées dans des paquets, je trouve ça pas bien du tout. Surtout que voilà, il y a tout un tas de préparations qu'on ne voit pas. Et surtout, l'autre aspect que j'ai trouvé enfin, c'est toujours comme ça sur Internet, souvent, c'est que tout le monde se copie les uns les autres. Donc, les tutoriels bis qui font du classement d'images sur CIFAR, mon Dieu, sur CIFAR 10, mon Dieu, parce qu'il y a 10 classes, hein, voilà, il y en a une quantité monumentale. Donc, je voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Je voulais absolument utiliser une base où on a des vraies images. Parce que dans la vie réelle, quand vous-même vous travaillez ou quand les étudiants font leur projet, ils ont leur propre image qu'ils veulent traiter réellement. Donc j'ai cherché des images, je pouvais me prendre moi en photo et mes étudiants, si je voulais, c'était une possibilité, hein. Voilà, mais bon, j'ai essayé de trouver une image plus, des images d'une base plus sympa, et j'ai pris les Pokémon. J'y connais rien en Pokémon, mais vraiment rien du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se passionnent de ça, bon, pourquoi pas, hein. Donc j'ai récupéré ça, et j'ai récupéré deux classes, tout simplement, pour essayer de faire de la discrimination, de classification binaire. Alors, la base, elle est là, du coup, et voilà, donc le répertoire démo comme d'habitude, hein. Là, il y a mon notebook que j'ai préparé et il y a les images qui sont là, que j'ai scindées en deux au hasard, train et test. Dans la partie train, il y a deux sous-dossiers, l'idrill
c'est celui de la guêpe méchante, là, empoisonnée. Voilà, et le Cubone, l'autre. Très bien. Alors, Bidrin, j'y suis allé, hein, ben voilà, on a les images, là, hein, grande icône, très bien. Voilà les images de la partie traîne. Voilà les bidrilles de la partie traîne. Et le Cubone, ils sont là. Ça, c'est la partie traîne, la partie apprentissage. Voilà. Sur la partie test, bidrill, ils sont là. Les images pour l'échantillon test, si vous voulez. Et les Cubone, ils sont là. Donc déjà, un élément très important, pour votre projet à vous, pour vos projets à vous, il faudrait que vous mettez vos images dans un dossier quelconque, que vous les scindez en train test, et dans la partie train, chaque image d'une classe sont dans un dossier, et le dossier est nommé avec le nom de la classe. Voilà, voilà. Donc, si je prends un exemple, hein, vous avez des images de tumeurs malignes, vous avez des images de tumeurs bénignes. Là, du coup, vous aurez bénigne, voilà, avec les images de je sais pas quoi qui sont d'une tumeur bénigne. Et là, vous mettez malignante pour avoir l'ensemble des images des tumeurs, mais qui sont cette fois-ci malignes. Ainsi de suite. Ou bien vous voulez classer des voitures, par exemple. Là, vous avez les voitures, voilà. Donc, en train, vous avez la classe des voitures sportives. Voilà, fastback si vous voulez. Et là, vous avez les voitures, je sais pas, SUV. Je ne vais pas lancer une polémique sur le SUV, mais on en parle beaucoup en ce moment. Voilà, SUV. Et voilà. Et donc, chaque classe, vous les mettez dans ce dossier, les images, hein, voilà. Et le sous-dossier, vous le nommez avec le nom de la classe. Voilà. Et donc, on a bien cette organisation. Ah. Donc ça, c'est des préalables, ça. Mais bon, c'est tout à fait accessible et vous pouvez mettre vos propres images. Là, j'ai mis des Pokémon, hein, mais vous mettez votre image que vous avez pris avec votre appareil photo, par exemple, ou tout ce que vous voulez traiter. Hein. Des images de boulons cassés versus des images de boulons pas cassés ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais voilà donc l'organisation des données. C'est vraiment super important. C'était très important qu'on travaille sur des vraies images et non pas sur des images qui sont encapsulées dans des packages. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les images encapsulées dans des packages, c'est joli pour montrer les fonctionnalités, mais c'est pas transposable dans des traitements réels. Hein, parce que j'étais un peu machin, mais ça m'énerve beaucoup de voir beaucoup de choses là-dessus sur Internet. Ceci étant fait, une fois que j'ai lâché mon fiel, allons-y. On va lancer les traitements. Donc, comme d'habitude, j'ai créé un environnement PyTorch. J'ai mis à jour par rapport aux vidéos précédentes parce que je voulais être sûr d'avoir les dernières versions de PyTorch et TorchVision pour faire mes traitements. Voilà. Donc c'est pour ça toujours que ça devrait être obligatoire. À chaque fois que vous créez un notebook et que vous lancez avant de lancer les traitements, vérifiez vos versions hein, pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Alors, voilà, donc j'affiche la version de Python, très bien, qui est là. J'affiche la version de PyTorch de mon environnement, là, vous avez vu, hein. Donc c'est 3.11. Là, j'ai pris la 2.3.0 cette fois-ci avec CPU parce que j'ai pas de GPU très performant sur ma machine. Bah non, hein. Le jour où l'université, enfin je dis rien là-dessus. Voilà, très bien. Ensuite, j'affiche la version de TorchVision, qui est l'extension qui permet de faire du traitement d'image, hein. Vous avez bien vu là, hein. Voilà, cette extension-ci, hein, c'est ce que j'ai étudié en détail, hein. Voilà. J'ai la 0.18.0, toujours en mode CPU, hein, voilà. Et j'importe ensuite les dossiers, les librairies supplémentaires. Je vais utiliser Matplotlib pour afficher les images et NumPy pour faire différentes transformations sur les vecteurs ou les matrices. Alors, je vais importer les données train. Rappelez-vous, hein, ah, son bureau, démo. Voilà. Donc, je vais importer les données train avec les deux sous-dossiers qui sont là. Hein. Très bien, donc je me branche déjà sur le dossier racine, qui est démo. Ensuite, je vais aller piocher dans image, hein, avec train d'un côté, test de l'autre. Oui, d'accord, hein, vous avez bien vu le chemin ici. Hein, très bien. Alors, déjà, les images, ils sont pas toutes la même dimension. Ça, c'est un élément important. Regardez, c'est le bidrill. Celui-là, par exemple, si je regarde ses propriétés, c'est une image qui est de 466-502. Voilà. Ensuite, cette image-ci, c'est notre dimension. Donc, c'est des images qui sont de dimensions différentes. Ça va poser problème, ça. Donc, lors du chargement, il faut que je fasse un pré-traitement où j'harmonise les dimensions. Voilà. Ça, c'est un premier élément important. Ensuite également, comme je veux utiliser PyTorch pour faire mes traitements de deep learning, il faut que les images, je les transforme en tenseurs.
c'est les matrices compatibles PyTorch. C'est ni plus ni moins que des matrices, mais compatibles PyTorch. Donc, pour cela, j'ai créé une fonction de transformation. Donc, cette fonction de transformation est composée de, d'où le terme compose ici, hein, une première fonction qui redéfinit les dimensions, qui les harmonise, voilà, et deux, qui transforme les images harmonisées sous forme de tenseur. Voilà la fonction. Donc, c'est une fonction, en fait, que je prépare en amont pour pouvoir traiter lors du chargement. Ensuite, le chargement, qu'est-ce qui se passe? Je le fais avec ici image folder. C'est bien vu, hein? Donc, avec image folder, je prends le répertoire par défaut. Mais le répertoire par défaut, c'est user des machins démo. Voilà. Et je vais les piocher dans le sous-dossier image train. Et là, j'applique la fonction de transformation quand il charge les images qui sont dans le dossier, dans le répertoire, dans le folder. C'est ce que je lance ici. Donc, rappelons-nous, hein, que dans Train, il y a deux sous-dossiers pour chaque classe. Là, c'est la classe Bidrill avec les images associées, et là, c'est la classe Cubone avec les images associées. Et donc, il a chargé les deux sous-dossiers ici. Alors, le type de dataset, c'est image folder. Très bien. Enfin, de data train, là, c'est image folder. Ensuite, déjà, dans image folder, j'ai un peu étudié en amont, hein, voilà. Il y a une série de propriétés de méthodes, et parmi les propriétés intéressantes, on a la liste des classes, la liste des dossiers qu'il a trouvés. Donc, il a dit, il y a deux classes possibles, Bidrill et Cubone. OK. Une fois qu'on a ça, on a les classes d'appartenance de chaque individu cette fois-ci. Et on a bien les valeurs, 0, 0, 0, 0, du coup, c'est Bidrill, hein, les Bidrill sont indicés 0, et les Cubone sont indicés 1. C'est ce qu'on voit ici. Donc, si j'apparie les deux, voilà, on a une série de Bidrill d'abord, qui sont dans ce dossier-là, voilà, et on a une série de Cubone ensuite. C'est ce qu'il montre ici. Bien, bien, bien. Si je comptabilise, du coup, les fréquences absolues, je le fais ici, hein, voilà, très bien, on a 24 Bidrill et 30 Cubone. Donc, regardez bien les différentes opérations, hein, parce que je jongle entre les listes, là, entre les vecteurs NumPy, ainsi de suite. Hein. Il y a une série de transformations à faire. Hein. Très bien. Mais bon, en soi, c'est pas non plus violent, on est d'accord là-dessus. Mais c'est important de bien savoir ce qu'on manipule. C'est pour ça que j'ai vraiment détaillé le tutoriel pour qu'on voit bien chaque étape. Dans le tutoriel de base de Sifar 10, là, qui est en ligne ici, ah, il y a plein de raccourcis qui sont faits. Mon Dieu, oh, on s'y perd. On s'y perd. Quand je lis ça, là, je me suis pris la tête, je peux vous dire. Hein. En fait, j'ai chargé le notebook, j'ai lancé pas à pas, et j'ai mis des vérifications à chaque étape pour regarder exactement qu'est-ce qui était produit. Et je me suis dit, justement, baser un tutoriel sur ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que je vais perdre tout le monde. Hein. Et surtout, les étudiants n'arriveront pas à transposer ce que je fais sur leurs données, les données réelles, les images qu'ils manipulent. Alors, mais bon, c'est quand même la base que j'ai utilisée. Hein. Je me suis calé sur cette base-là, et notamment sur l'architecture du réseau qui est là. Hein, où là, mes compétences sont moindres pour le coup, et donc je me suis basé sur les idées qui sont là, en essayant de les détailler. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Très bien. Alors, pour itérer sur les images, pour l'instant, on a en fait un data loader. Enfin, on a un data, comment il l'appelle là? Un data folder, un image folder. Il faut qu'on puisse itérer sur ces images-là. Et donc, il faut les mettre dans une structure à part. Cette fois-ci, c'est un data loader. Ne me dites pas pourquoi, il a besoin de ça. Hein. Pour l'instant, il est branché sur le dossier. Voilà. Il faut qu'il charge réellement, voilà, les images, et qu'il les mette dans une structure qui soit itérable pour pouvoir boucler sur chacune des images en réalité. D'où le rôle de data loader qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il prend la référence du dossier, data train, l'image folder, hein, voilà, et il peut les charger par bloc. Voilà. Alors justement, dans le tuto Sifar, il met des blocs de 4. Mais du coup, on a des structures, va expliquer ça aux étudiants, c'est juste impossible en réalité. Ça rend les traitements plus performants. Je comprends parfaitement ça. Voilà. Mais du coup, on a des images qui sont empilées, en fait. On a image 1, 2, 3, X, du nombre de batch size. Si je prends un batch size 4, par exemple, j'ai 4 images empilées ensemble. Voilà. Qu'il faut manipuler d'un bloc.
Je comprends, hein, c'est plus performant, c'est plus rapide. Les traitements batch, souvent, sont plus rapides, hein, en utilisant des systèmes de cache. Mais les étudiants ne comprennent pas du tout la structure qu'ils manipulent. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Pourquoi ce batch? Pourquoi les images sont empilées? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Donc, justement, pour éviter ça, voilà, j'ai fait un data loader et j'ai mis un batch size égal à 1. Comme ça, les images sont chargées de manière individuelle et on peut les visualiser de manière individuelle. C'est moins performant, mais là, on n'a que cinquantaine d'images, on a 54 images, on va pas s'énerver là-dessus, hein. Si vous avez des centaines de milliers d'images, là, c'est pas une bonne idée du tout, les batches égales à 1. On est d'accord, hein. Mais bon, là, on est sur une base exemple avec très peu d'images, on peut se permettre de mettre un batches égal à 1. L'autre aspect important, c'est le shuffle. Shuffle, ça veut dire qu'il va les mélanger au hasard, hein. On ne sait pas comment en fait, ont été triées les données. Ça, c'est un premier élément important. Le deuxième élément important, on a vu que lors du chargement, il a pris d'abord tous les bridles, comment ils s'appellent déjà, j'ai oublié le nom, tous les bidrilles, voilà, et ensuite tous les cubones. Du coup, quand je vais présenter les images à mon réseau de neurones, il va d'abord traiter tous les bidrilles d'abord, et ensuite pour corriger les poids synaptiques, hein, les coefficients du réseau de neurones, pour calculer les gradients, et ensuite il va reprendre tous les Ah mais non, mais c'est pas bon ça. Donc d'où l'intérêt du shuffle. Ça permet de les mélanger au hasard, et comme ça, les différentes classes, hein, sont représentées au fur et à mesure de la descente de gradient stochastique. Donc c'est ce que je fais ici, voilà. Et là, on a une autre structure qui est itérable cette fois-ci. Alors justement, bah, itérons sur cette structure-là. Donc là, je mets la fonction iter, hein, pour rendre la structure réellement itérable. On peut utiliser soit dans des boucles, voilà, soit dans des listes, ainsi de suite, hein, très bien. Donc là, je rends la structure réellement itérable au sens de Python cette fois-ci. Voilà. Et par exemple, je prends le premier élément de la structure itérable. Next. Donc on va prendre le premier élément. Donc dans la structure itérable, il y a deux aspects, il y a deux informations. Il y a l'image en elle-même et il y a l'étiquette. Donc la classe d'appartenance, si vous voulez. Très bien. Donc voilà. Et quand je récupère le premier élément de ma liste itérable, de ma structure itérable, ici l'image, c'est un tensor cette fois-ci. Et le label, c'est une valeur numérique qui représente la classe d'appartenance, l'indice de la classe d'appartenance. Très bien. Alors pourquoi on a un tensor? Parce que rappelez-vous que quand on a fait le chargement, ici, on avait fait une fonction de transformation en un volet, voilà, où il a retaillé les images pour qu'ils aient les mêmes définitions, et ensuite, il les a transformées en tenseurs. Donc l'image, le type de l'image maintenant, c'est bien un tenseur. C'est ce qu'on a là. Alors, un tenseur, on ne peut pas l'afficher directement, hein. C'est une structure qui est spécifique à PyTorch, hein, ici en l'occurrence. Donc il faut déjà que je le mette sous forme de NumPy pour voir les dimensions. Voilà. Alors, déjà, il y a 4 dimensions, donc très bien. Il y a 4 dimensions. Et la première dimension, c'est la taille du batch. Donc si j'avais mis un batch size égal à 4 tout à l'heure, on aurait 4 images empilées. Comme j'ai mis un batch size égal à 1, on n'a qu'une seule image dans ma structure. Voilà. C'est le 1 qui est là. Ensuite, 3, parce qu'il y a 3 couleurs, hein, rouge, vert, bleu, red, green, blue, hein, très bien. On a 3 couleurs. Ensuite, ça, c'est le nombre de pixels horizon, enfin, voilà, et le nombre de pixels verticaux. 128, nombre de pixels sur un axe et l'autre de pixels sur l'autre. 128, 128. Très bien. Bien, bien, bien. Donc, déjà, la première dimension, là, ça sert à rien en réalité, hein. C'est comme si on avait un vecteur, mais en fait, c'est comme si on a une matrice de taille 1, en fait, c'est un vecteur, hein. Ben là, on n'a pas une matrice de taille 4, on a une matrice de taille 3 en réalité, et la quatrième dimension, si je puis dire, en réalité, elle n'a qu'une seule valeur, hein. Voilà, donc on peut l'enlever. Donc c'est ce qui se passe avec squeeze. Le rôle du squeeze, c'est d'enlever la dimension égale à 1. Quand je fais squeeze maintenant, il a squeezé, justement, il a squeezé, c'est marrant ça. Voilà, la première dimension, du coup on a 3, 128, 128. Bien, mais quand je vais afficher l'image, voilà, Matplotlib, lui, il comprend pas ça, hein. Lui, il a besoin d'abord le nombre de pixels, voilà, d'un côté, le nombre de pixels verticaux, horizontaux, verticaux, et ensuite uniquement la profondeur de couleur. Voilà. Donc, j'ai besoin de réorganiser mes données selon les axes.
d'abord mettre cette information-là, nombre de pixels horizontaux, et ensuite 128, le deuxième élément, c'est le nombre de pixels verticaux. Voilà, ou l'un ou l'autre, hein, voilà, enfin l'axe sur le premier axe, sur le deuxième axe. Et ensuite seulement les trois couleurs. Regardez bien, hein, d'où le rôle de transpose qui est là. Regardez, le 1, ça veut dire que je vais mettre en première position celle-ci. Le 2 veut dire que je vais mettre en deuxième position celui-là. Et les 0 veut dire que je vais mettre en dernière position, en troisième position, l'indice 0, parce que les indices commencent à 0 en Python, hein, c'est ce 3-là. Donc si j'affiche cette dimension, maintenant, on a bien celle qui est manipulée, les dimensions usuelles manipulées par Matplotlib. Très bien. Donc, ça y est, je peux afficher l'image. Voilà. Là également, je peux vous dire qu'il fallait bien suivre pas à pas l'histoire. Donc, quand j'ai regardé ce qui se passait sur le tuto Sifar10 de PyTorch, là, j'ai vu qu'il y avait plein d'éléments qui étaient absolument sibyllins, incompréhensibles, abscons, hein. Et c'était impossible de mettre ça en vrac sans expliquer chacune des étapes. Donc c'est pour ça que j'ai fait, c'est très scolaire, je suis absolument d'accord là-dessus, mais il me fallait absolument bien expliquer les différentes dimensions pour savoir comment on affichait l'image qui est là. C'était important. Donc, suivez vraiment en détail ça, parce que quand vous allez traiter vos bases avec des milliers d'images, là, il faudra voir les batch size, là, pour le coup. Un batch size supérieur à 1. Et à ce moment-là, il faudra bien gérer cette dimension-ci pour pouvoir afficher chacune des images comme vous le souhaitez, correctement, en tous les cas. Bien. Ça y est, je sais manipuler l'image, hein. Donc, rappelez-vous, hein, j'avais créé ici une structure itérable et j'ai récupéré la première image, hein. Donc, j'ai récupéré l'image qui était un tensor et il a fallu faire une série de manipulations pour la rendre affichable. Là. Ensuite, j'ai récupéré le label, là. Voilà. Et le label ici, voilà, c'est l'étiquette 1. Voilà. Et l'étiquette 1, si je récupère les classes d'appartenance, c'est un cubone. Donc, l'image, c'est un cubone. OK. Très bien. Alors, si je prends l'image suivante, cette fois-ci, hein, donc je fais next de nouveau sur ma structure itérable, hein, donc rappelez-vous, hein, j'ai créé ici la structure itérable, voilà, j'ai initialisé l'itérateur si vous voulez, j'ai pris le premier élément, voilà, qui était un cubone, je prends l'élément suivant et je l'affiche, et cette fois-ci, c'est un bidrill, voilà. Et ainsi de suite, je peux faire next, 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 next. Oui, d'accord là-dessus. Bien. Donc cette partie préparatoire-là était super importante, hein. On manipule les données, il faut qu'on comprenne comment sont organisées les données et comment nous pouvons les rendre exploitables, hein. Si on n'a pas ça, oubliez. Oubliez la data science, hein, oubliez le machine learning, oubliez l'intelligence artificielle, parce que au départ, il y a les données, il faut les manipuler, il faut les présenter de la manière adéquate pour qu'on puisse faire les traitements dessus derrière, hein. Et manière adéquate, souvent, ça dépend de comment ça a été réfléchi par rapport au package que je veux utiliser. C'est ça, hein. On ne peut pas faire de cours de machine learning à l'université sans parler des packages, hein, parce que il y a la théorie brute, mais ensuite il y a donc la manière avec laquelle les packages l'ont mis en œuvre, l'ont mis en musique, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment important, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment important. Une fois que c'est fait, on va maintenant mettre en place notre réseau de neurones convolutif. Alors rappelez-vous, hein, j'ai expliqué les principes dans les vidéos qui sont là, hein, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il faut d'abord créer une classe de calcul. Voilà, donc j'ai créé la classe qui est là. Je vais revenir un peu ici. Donc il y a différentes parties, hein. Il y a des couches de convolution. Donc là, je crée une classe héritière, hein. Rappelez-vous dans PyTorch, hein, on crée une classe héritière, c'est ça l'idée, de module. Voilà, c'est ça notre réseau de neurones. Ensuite, dans la surcharge dans la surcharge du constructeur, voilà, on liste les objets qu'on veut utiliser, voilà, on instancie les objets qu'on veut utiliser, et dans le forward, qui est la méthode par défaut de la classe, voilà, on réalise réellement donc la succession de traitements. Donc là, on a les structures dans un constructeur, et dans forward, on définit donc l'enchaînement des traitements. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une partie convolution, une partie en max pool, hein, donc tout ça expliqué ici, hein,
Je vous laisse regarder en détail ici, hein. Voilà, vous avez le traitement convolutif. Ensuite, vous avez le pooling. Très bien, regardez, hein. Je vous laisse regarder parce que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Et à la fin, à la sortie, on a une structure vectorisée, hein, qu'on a avec le flatten. Très bien. Et donc, on a une partie linéaire et on a un perceptron en fait complètement connecté et avec une succession de couches dans le perceptron, hein, complètement connecté. Donc, on a une dimension initiale, on va en discuter de la dimension initiale, qu'on réduit à 120, qu'on réduit à 84 et qu'on réduit à 2 pour avoir deux classes. Et les structures qui sont là sont linéaires. Très bien. OK, mais qu'on va ensuite, sur lesquelles on applique une fonction de transfert. On est bien d'accord là-dessus, hein, on est d'accord là-dessus, sauf la dernière. Alors, pourquoi la dernière? Parce qu'on va utiliser une autre fonction de perte cette fois-ci, qui a besoin que les données soient présentées d'une certaine manière. Très bien. Donc, c'est pour ça, tout simplement. Donc, là, on a les outils et là, on a les calculs. Donc, on a une convolution sur laquelle donc, on applique une fonction de transfert relue, très à la mode, hein. Regardez, hein, c'est très utilisé en traitement d'image, ça désactive les valeurs négatives, tout simplement, on peut le voir comme ça. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait cette transformation-là, voilà, on fait un max pool là-dessus. De la même manière, sur le résultat de ça, hein, le x qui est là, vous avez vu le x qui est là, il est passé en paramètre ici. On va réappliquer une convolution, voilà, qui permet de mettre en évidence ces informations importantes. Ensuite, on a une fonction de transfert relue qui désactive de nouveau les valeurs négatives, voilà. Et ensuite, on réapplique un pool pour réduire la dimensionnalité. Mais une fois qu'on a ce résultat-là, il faut qu'on applique un flatten pour la vectoriser. Et quelle est la taille du vecteur? C'est ça la vraie question. Et ça, j'ai beaucoup. Enfin, c'est quelque chose sur lequel les étudiants s'interrogent énormément. On a fait une série de manipulations qui permettent de réduire la dimensionnalité, mais quelle est la taille de la dimension finale alors? Avant de faire le perceptron sur lequel je réapplique la réduction de dimensionnalité. Quelle est la taille de la dimension ici et quand je fais le flatten? C'est pour ça qu'il faut un cours d'un spécialiste de traitement de l'image qui explique exactement ces différents éléments. Ça s'improvise pas, ça. Moi, généralement, je passe vite là-dessus et je dis aux étudiants, mais en fait, il y a des outils qui permettent de... Vous avez compris les idées globales, c'est très bien. Et on a des outils qui permettent de calculer ces éléments-là. Et c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qu'on va utiliser. Alors, hop là, je vais mettre ça un peu par là. Et je vais mettre cet outil-là ici. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, on a une image 128-128 avec 3 couleurs. Voilà. On est d'accord là-dessus, hein. Très bien. Voilà. On va là. L'autre channel, ça va être le 6 qui est là. Et le kernel size, c'est 5. Vous avez bien vu, hein? Donc, on part de 3. Out channel, c'est 6. Kernel size, c'est S. Vous verrez ça en détail avec votre prof, hein. Moi, j'applique les idées qui sont là, tout simplement. Donc, ça, c'est une première couche déjà, avec les paramètres par défaut de thread et padding. Ça également, vous regardez en détail avec votre prof, hein. Ça, c'est la première couche. Elle est là. Ensuite, ça, c'est le conf 2D, hein. On est d'accord. Je fais un max pool, voilà. Et dessus, j'ai réduit à 2,2. C'est ça, hein. J'ai fait d'abord un conf de D qui était avec une fonction de transfert relue, et ensuite j'ai fait un max pool. Voilà, 2,2. Ensuite, je rajoute de nouveau un conf de D qui prend cette fois-ci 16 en note et toujours 5. Hein, donc le 6, c'était le 6 qui est là, le 16, c'est celui-là, et le 5. Je rajoute ça, et je rajoute de nouveau un max pool. Et voilà la dimension finale. Hein, channel, hauteur, largeur. Hauteur des pixels et largeur. Voilà. Donc, c'est en utilisant cette information-là que j'ai calculé la dimension du flatten qui est là. C'est très important parce que sinon, ça ne marchera pas. Sinon, c'est pas cohérent. Vous faites du calcul matriciel, il va faire des produits matriciels. Si vous faites des produits matriciels sur des matrices qui ne sont pas compatibles, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Oui, d'accord. Donc, ce calcul de la dimensionnalité-là, elle est super importante. Donc, j'ai utilisé ce site-là. Excellent, hein? Excellent.
Voilà. Il y a un GitHub, là, ça vous permet d'avoir des détails là-dessus. Mais moi, j'ai utilisé ce site-là qui permet d'avoir ça. Mais c'est vraiment très important. C'est important de pouvoir calculer les dimensions du vecteur flatinisé. Hmm. Bien, une fois que c'est bon, là, du coup, je monte la structure, hein, très bien. Et je vais revenir, hein, donc on voit bien les calculs là. Ensuite, il fait un relu sur le flatten 1, après, ici avec réduction de dimension. Il refait un relu sur le flatten 2, voilà, avec réduction de dimension. Et ensuite, il refait un linéaire. Voilà, pas besoin de relu cette fois-ci. Avec deux classes, il faut surtout pas faire de relu cette fois-ci. Alors, donc les valeurs qu'on a là, comme on a ici une fonction linéaire, hein, les valeurs varient de moins l'infini à plus l'infini. Et en fait, on a une fonction d'appartenance, une fonction d'appartenance en réalité qui n'est pas forcément normalisée, donc c'est pas des probas cette fois-ci, mais qui fonctionne comme des probas. Hein, c'est comme des fonctions score d'appartenance, si vous voulez, qui est soit négatif, soit positif, qui part de moins l'infini à plus l'infini, mais le argmax vous donne bien la classe prédite. Voilà. Alors, j'aurais pu faire un softmax, mais à ce moment-là, il fallait bien faire attention à la fonction de perte qu'on veut utiliser par la suite. Donc là, on n'a pas fait softmax. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une fonction de perte spécifique. Très bien. Alors, une fois que j'ai créé ma structure, je l'instancie. Donc ça y est, elle est instanciée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, il faut définir la fonction de perte et l'algorithme d'optimisation. Alors, pour la fonction de perte, pour varier les plaisirs, hein, on est d'accord là-dessus, j'ai pris la cross-entropie loss. Et c'est là qu'il faut être il faut lire la doc. Je dis tout le temps à mes étudiants, lisez la doc des logiciels, des packages que vous utilisez. Sinon, vous ne savez pas comment ça a été fait, vous ne savez pas comment ça a été interprété par le programmeur, des gens comme vous et moi, et du coup, vous faites des traitements sans savoir et vous avez des résultats, vous ne comprenez pas leur teneur. Et c'est juste impossible. Voilà. Avec la cross, j'aurais pu utiliser un MSE. À ce moment-là, il fallait que j'organise différemment mes données. On est d'accord là-dessus. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de prendre le cross-entropie loss et il me dit, il y a deux éléments à opposer, les inputs, donc les sorties de votre réseau de neurones, cette fois-ci, hein, même si ça s'appelle input, voilà, il nous dit, voilà, on va utiliser les logits non normalisés de chaque classe. C'est pour ça qu'il fallait prendre un linéaire à la sortie, ici, et non pas un softmax en l'occurrence, hein, linéaire à la sortie ici, voilà, parce qu'avec le cross-entropie loss, en entrée, on prend les logits non normalisés, qui vous donne un degré d'appartenance à la classe en réalité, mais qui n'est pas normalisé. Hein? No need to be positive or sum to 1. Voilà. Tout simplement, on prend le argmax. Donc, c'est pas une proba, mais ça se comporte comme une proba, comme le Canada Dry, si vous voulez. Hein. Bon, je vais pas faire de la pub pour des produits, hein, mais c'est ça. C'est pas une proba, mais en fait, ça vous donne le degré d'appartenance. Et donc, en prenant le argmax, on a la classe prédite. Ça, c'est le premier élément. Et il va opposer à l'indice de classe. Donc là, pour le coup, avec cette fonction de perte-là, on n'a pas besoin de créer des matrices 0,1 en classement multiclasse. C'est pas nécessaire. Il suffit de prendre les indices de classe qui sont codés 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, hein, selon le nombre de classes d'appartenance. Donc, en multiclasse, n'allez pas faire une matrice de 0,1 comme je l'ai fait moi-même ici. Parce que moi, j'ai créé la matrice de 0,1 ici, parce que j'utilise le critère, le MSE, hein, le mean squared error. Si on veut utiliser, si on veut utiliser le cross-loss entropie, il faut prendre les indices de classe, voilà, codés 0, 1, 2 jusqu'à K, K-1, hein, puisque on commence à 0 les indices. Alors, nous, ça marche pourquoi? Parce qu'on a vu que les classes sont codées 0, 1. On l'a vu ici, ça, hein? Voilà, target codé 0, 0, 1, ainsi de suite. Donc c'est bon ça, c'est bon. On est vraiment ici sur des indices de classe. On n'a que deux classes en l'occurrence, mais c'est bien les indices de classe. 0 c'est Bidril et 1 c'est Cubone. Je continue. Oh là là, il faut expliquer plein de choses, hein. Tac. Ça y est, c'est chargé. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut programmer le fit. Alors, la programmation du fit reste classique de tout ce qu'on voit avec PyTorch. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on définit un nombre de pages, donc des poches. C'est le nombre de passages sur la base entière.
Très bien. Ensuite, pour chaque élément à traiter, voilà. Ici, pour le coup, je vais prendre un élément itérable. Je récupère les données, donc l'image et son étiquette correspondante. Je mets à zéro les gradients, parce qu'on va refaire un calcul du gradient, justement. Voilà. Je calcule la sortie du réseau appliquée sur l'image. Le input là, c'est l'image, hein. Le input là, c'est l'image. Voilà. Et j'ai la sortie du réseau. Ensuite, je vais calculer la fonction de perte entre la sortie du réseau et la vraie classe d'appartenance. Très bien. En utilisant le cross anthropilos, qui avait besoin que les données soient présentées d'une certaine manière. Vous avez bien vu, hein? Très bien. Et ensuite, voilà, on calcule les gradients à partir de la perte calculée, hein, on calcule le gradient et on met à jour les poids synaptiques. Et une fois que c'est fait ça, on met à jour les poids synaptiques, j'ai parlé trop vite, hein, on calcule les gradients et on les rétropropage. C'est ce que fait le backwarp. Et ensuite, on met à jour les poids synaptiques. Une fois que c'est fait, je récupère la loss, je l'additionne, hein, parce qu'on l'a calculé sur chaque individu, et il faut le calculer sur un époche, sur l'ensemble d'individus d'un époche, sur l'ensemble de la base train, en fait. Voilà. Et très bien, je la stocke. Donc le losses là, c'est le stockage. Alors, il y a un élément que je n'avais pas dit parce que je suis passé un peu vite là-dessus, c'est l'algo d'apprentissage. Il y a différents algos. Il y a la descente de gradient stochastique classique. Moi, j'ai choisi ici le Adam. Adam, en fait, c'est une variante, hein, tout simplement, de descente de gradient stochastique, mais qui est censée être plus efficace, plus performante, hein. C'est ce que dit en tous les cas l'article, hein. L'article est là, vous pouvez cliquer là-dessus, je suis allé le voir, hein, bien sûr. Et donc, par rapport au tuto qu'on voit en ligne, où c'est Cifar 10 qui est utilisé, là, en l'occurrence, voilà, je me suis dit, bah, tiens, on va changer, au lieu de SGD, j'ai pris Adam, tout simplement, qui est une variante, hein, tout simplement, voilà. Mais ça influe sur la qualité de l'apprentissage, hein, on est bien d'accord, en tout cas sur la rapidité d'apprentissage, hein. Voilà, c'est sur la convergence. Donc ces deux éléments-là sont très importants, hein. Voilà. Alors, j'en reviens du coup, je peux lancer d'ici l'entraînement du modèle, et là ça prend un peu de temps, hein. Ben là également, hein, le jour on fournira, enfin bref, très bien. Donc j'ai fait que 15 poches, hein, mais à bout de 15, ça converge très bien. Donc je vais lancer là, et je vais suspendre la vidéo. Et je reprends quand c'est terminé. Donc, je lance, boum, voilà, hein, 15 époches. Je récupère chaque valeur des pertes pour chaque époche. Allons-y. Donc, ça va commencer. Très bien. Voilà. Ça va descendre, hein. Allez, je suspends la vidéo, je reprends. Bien, je reprends. Voilà. Donc, il a fini ici, là, vous avez vu, hein, il a fini l'apprentissage. Voilà. Et la fonction de perte est partie de 38. Bon, il a un peu bagnodé au fur et à mesure. Et enfin, il a plutôt convergé. Il est quasiment zéro, là. On est d'accord là-dessus. Mais c'est très bien. Alors, bah déjà, vérifions pour une image. Donc, je prends une image suivante de mon data iter. Vous avez vu, hein, j'avais créé une structure itérable pour itérer sur chacune des images. Donc, je prends une image suivante. Bon, on voit bien que c'est bidrill. On est d'accord. Regardons, on voit bien, hein. J'applique le modèle sur l'image, hein, qui est un tensor ici, en fait, hein. Voilà. Et voilà le score d'appartenance pour bidrill, et voilà le score d'appartenance pour cubone. Et j'avais dit, on prend en fait l'argmax, hein, donc la valeur qui maximise la fonction d'appartenance, tout simplement, qui n'est pas normalisée. On voit bien que on a des valeurs négatives, voilà, et la somme ne fait pas 1. Hein, c'est exactement ce qui a été dit dans le cross entropie, là, hein. Voilà, très bien. Mais en revanche, pour attribuer la classe d'appartenance, voilà, on peut calculer le argmax. Bon, ici, c'est 0 et c'est bien un bidrill, hein. Rappelez-vous, c'est 0, c'est bidrill et 1, c'est cubone, hein. 0, enfin bref, voilà, très bien. Donc on voit bien que c'est 0 et c'est bien un bidrill, là. Donc il classe plutôt bien. Il classe plutôt bien, voilà. Et la vraie classe d'appartenance, c'était 0, hein, qu'on obtient ici. Donc il classe plutôt bien. Si on veut obtenir que le chiffre directement, parce que là, on a une liste, là, on met ici entre crochets le premier élément de la liste. Voilà. Alors pourquoi je détaille ça? Parce qu'après, je vais l'utiliser sur l'échantillon test, hein. Donc il faut qu'on montre bien, hein. Donc là, j'ai la classe prédite. Là, j'ai la vraie classe d'appartenance, mais elle est sous forme de liste. Et donc, pour accéder au premier élément de la liste, je mets double crochet 0, tout simplement. Et si on veut avoir la classe explicitée, voilà, je fais comme ceci.
Qu'est-ce qui se passe alors? Maintenant, j'en suis à ce stade-là. Je vais prendre chaque individu de l'échantillon test et je vais appliquer les réseaux dessus pour savoir si c'est un bidrill ou un cubone. Sauf que j'ai plusieurs images ici, hein, et on va voir ce qui va se passer. Alors rappelez-vous, hein, l'échantillon test, il est ici. L'échantillon test a la même structure, le sous-dossier test a la même structure que l'échantillon, que celui de train, voilà, mais il n'y a pas les mêmes données, on est bien d'accord là-dessus. Donc on a le sous-dossier bidrill avec les images associées, et on a le sous-dossier Gubon avec les images associées. Voilà. Donc, premier élément, il faut que je charge le dossier test en image folder et ensuite que je mette en structure itérable, en data loader. Et ensuite, je vais appliquer la prédiction sur chaque image de mon data loader. Bah, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je charge l'image folder, voilà, je me branche sur le dossier image test, voilà, sous-dossier image test de démo, voilà, et j'affiche les classes d'appartenance. Donc, on a la série des bidrilles et on a la série des cubones. Ensuite, cette structure-là qui est pour l'instant branchée sur le dossier, voilà, je la transforme en une structure itérable. Voilà. Donc, je mets en data loader et de nouveau, je mets un bat size égal à 1. Sinon, il faudrait faire des prédictions par bloc, ce qui rend la chose plus compliquée. Là, au moins, on pourra faire une prédiction élément par élément. Donc, le batch size égal à 1 est super important, encore une fois ici, pour qu'on fasse une prédiction élément par élément. Sinon, il faudrait faire une prédiction par bloc, enfin, à vous de gérer ça. Très bien. Donc, le batch size à 1 est super important, encore une fois ici. Et ensuite, voilà, je prends chaque objet, voilà, de mon dataset loader, là, de mon data test loader, là, voilà, de ma structure itérable. Je récupère l'image et son label. Je calcule la sortie du réseau sur l'image. Ensuite, je calcule la classe prédite. Je récupère la classe réelle et j'affiche les deux listes. Classe prédite et classe réelle. Très bien. On a bien les différents éléments, hein. Je me suis embêté à mettre plein de commentaires, hein, pour que ce soit bien lisible. En français, hein, mais on est d'accord là-dessus. Très bien. Donc là, on a les prédictions de notre réseau. Voilà, en appliquant les différents éléments pour chaque image de l'échantillon test. Et là, on a les vraies classes d'appartenance. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut confronter les deux listes tout simplement, hein, en mettant sous forme de vecteur NumPy. C'est ce que je fais ici. Et j'ai une accuracy de 90%. Voilà ce qui se passe. Voilà. J'ai fait un traitement très simple, on est d'accord là-dessus. Encore une fois, bon, le deep learning, je vois à peu près, plutôt pas mal même, très bien. Mais le deep learning, pour moi, je l'applique plutôt surtout dans le LLP, si vous voulez, dans le text mining, dans le traitement des données textuelles. Traitement d'image, c'est pas trop ma spécialité, mais j'ai suffisamment de background pour m'adapter. Voilà. Alors, quand je m'adapte généralement, je fais quand même des exercices avec mes étudiants, mais souvent, j'utilise Keras TensorFlow. On peut le faire avec PyTorch. Je sais que certains de vos enseignants vous le demandent. Ben voilà, une idée globale, hein, un traitement simple qui permet de traiter une base d'image de votre propre cru, votre propre base d'image. Voilà. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes. Il y a plein d'endroits où j'ai fait très simple. On est d'accord là-dessus, hein, parce que l'idée est d'expliquer les choses. On est d'accord. Mais il y a plein d'optimisations possibles, voilà. Et l'autre aspect également, c'est le modèle prédictif. Comment améliorer le modèle prédictif? Donc, il y a deux choses ici. Un, pour l'amélioration, les pistes, il faut aller sur le site du gars qui a traité les données Pokémon. Il parle de data augmentation, donc il a mis base modèle, c'est à peu près l'idée que moi j'ai mis en œuvre, hein. Voilà, il dit que on peut améliorer les modèles avec la data augmentation. Et l'autre élément important également, c'est de travailler sur des modèles plus complexes, avec le choix des paramétrages extrêmement complexes, hein, mais bon, vous avez un cours là-dessus, donc vous êtes capable de le faire. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais revenir. Le deuxième élément, on aurait pu faire la même chose avec R. Souvent, il y a des gens qui disent, ouais, avec R, on peut pas faire du deep learning, dit. Ok, ok. Deux, trois requêtes Google et ça le fait. Donc, moi, je savais, hein, parce que je m'intéresse beaucoup à R aussi, hein, et je suis allé voir tout simplement Torch R, Torch for R, voilà, et j'ai regardé, il y a aussi Torch Vision.
Et d'ailleurs, bon, je le dis à la fin, hein, j'avais commencé à faire mon tuto avec Torch Air hein, à la base. Voilà, je me suis dit, bon, on va varier les plaisirs et tout ça. Bon, finalement, j'ai abandonné l'idée. Pourquoi? Parce que je sais très bien que mes étudiants, ils vont travailler sur Python, hein, avec PyTorch. Donc, faire un tuto sur quelque chose qu'ils vont pas utiliser, je voyais pas trop d'utilité. Mais sachez que on peut faire exactement le tutoriel que je viens de faire là. On peut le faire exactement de la même manière avec la même trame avec Torchère. Et vous avez tous les outils pour le faire convenablement. Hein. Je vous enjoins à le faire, hein. Ça peut être un exercice intéressant. Peut-être que je vais le demander dans mon cours de R. Hein. J'ai un cours de programmation R par ailleurs. Alors, c'est un cours de programmation, mais bon, c'est peut-être une idée, ça. Bon, à voir, à voir. Il faudrait que je réfléchisse un peu là-dessus. Voilà, bah, excellent travail à tous.